première question. Alors d'abord, je tiens à vous remercier pour cette remarquable intervention qui a été tout à fait limpide. Et je voudrais vous poser la première question. Devons-nous comprendre que Israël est le gardien du monde? Vous savez, aujourd'hui, j'ai compris une chose que je savais déjà d'une certaine façon. C'est la solitude des démocraties qui doivent lutter contre le terrorisme islamiste. Mais ce qui est vrai pour les États est vrai aussi pour les personnes. La décision de la Cour pénale internationale est de ce point de vue scandaleuse, somme toute prévisible, scandaleuse parce qu'elle ne fait pas l'effort de faire du droit, elle fait la facilité de faire de la politique en accédant à des demandes des opinions publiques. Naturellement, pour les puristes, et je suis très attaché aux États de droit, pourrait dire, mais non, du moment qu'il y a une décision de justice. D'abord, la décision de justice, elle émane d'une juridiction qui est, et c'est là où c'est dramatique, qui a été créée sous l'impulsion de gens qui défendaient un idéal, celui de la démocratie et des droits de l'homme, mais qui n'ont jamais dit que les démocraties devaient se taire ou s'excuser devant les tenants des totalitarismes. Parce que, avec la logique de la CPI, aujourd'hui, avec la même logique froide, Roosevelt serait poursuivi, Churchill serait poursuivi, De Gaulle serait poursuivi. Mais ce qu'il y a d'anormal, et je ferai en sorte, encore une fois, à mon niveau, dans le débat public, à ce que ça soit discuté. En définitive, dans les luttes antiterroristes, toutes les démocraties ont laissé des plumes. Les dictatures, n'en parlons même pas. Pour avoir suivi ce sujet depuis des années, je peux vous dire, en matière de férocité de lutte antiterroriste, le premier pays, le premier régime, numéro 1, qui a dépassé tout ce que la conscience humaine doit accepter, ça a été Vladimir Poutine en Tchétchénie, au début des années 2000. En numéro 2, ça a été Bachar al-Assad en Syrie, qui a gazé, brûlé sa propre population au nom de la lutte antiterroriste. En numéro 3, et là j'ai été témoin, c'était les États-Unis d'Amérique, au lendemain du 11 septembre. Aucun pays n'a créé, et Israël ne l'a pas fait, une zone de non-droit comme Guantanamo. Aucun pays n'a créé une prison comme Abu Ghraib en Irak. Aucun pays n'a assumé la torture à ce point. Et tant mieux, parce que je ne suis ni pour les zones de non-droit, ni pour la torture, y compris lorsqu'en face on a des terroristes. Mais il faut savoir raison garder. Qu'est-ce qu'a fait de plus Israël par rapport à ces trois? Le quatrième pays, que je connais aussi très bien, ça a été l'Algérie dans sa lutte antiterroriste entre 1993, très précisément, et 1997. Je peux vous parler de ces 4 années. À ce jour, on ne sait même pas combien de morts. On parle de 150 000 à 300 000 morts, avec 5 000 disparus. Avant la guerre civile, il y a eu des camps d'internement dans le sud, dans le Sahara, qui ont été... Je défends l'idée que face au terrorisme, effectivement, les démocraties ou les États, avant de parler des systèmes de gouvernance, les États sont piégés parce que nous sommes dans des guerres asymétriques où l'on voit de plus en plus des entités non étatiques employer des moyens étatiques. Le piège, c'est que ceux qui emploient ces moyens non étatiques pour donner la mort sont eux-mêmes des civils et instrumentalisent eux-mêmes des civils, mais ne sont comptables d'aucune
poursuite, puisqu'ils ne sont signataires d'aucune convention internationale et ne sont membres d'aucune institution internationale. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui est piégeux. Le message qui est envoyé, et à mon sens, ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni les autres pays, ni les autres démocraties signataires du traité de Rome qui a donné naissance à la Cour pénale internationale ne devraient pas se réjouir. Parce qu'au nom de la même logique, François Hollande aussi pourrait être poursuivi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a assumé dans un livre qu'il a monté des opérations clandestines pour aller buter, passez-moi l'expression, des terroristes. Et c'était normal. Mais au nom de la même logique, il pourrait être poursuivi ainsi que la France. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas se réjouir de ça, parce que se réjouir de ça, c'est donner justement une récompense aux terroristes. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose de très, très malsain, et qu'il y a 3 mandats d'arrêt qui sont délivrés, histoire de renvoyer dos à dos les 2 belligérants. Sauf que dans l'un des 2 cas, le mandat d'arrêt est délivré contre un mort. Donc dans le cas des terroristes, Mohamed Daïf qui est mort, il y a un mandat d'arrêt contre lui. J'espère que la Cour pénale internationale a les moyens d'aller dans l'au-delà pour le récupérer. Et que dans l'autre cas, celui des Israéliens, il y a 2 responsables israéliens, dont le Premier ministre. C'est, encore une fois, un non-sens. De mon point de vue, Israël, oui, mène une guerre antiterroriste, et ce n'est pas de la rhétorique, pour les raisons que j'ai évoquées, de risque de mobilisation islamiste, mène une lutte aux avant-postes des démocraties. Malheureusement, les démocraties sont faibles, dirigées souvent par des lâches, et je pèse mes mots. La lâcheté en politique, c'est de ne pas s'assumer. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons davantage de petites femmes et de petits hommes de pouvoir que de grandes femmes ou de grands hommes d'État. C'est ce qui me désole. Et je crois que la situation exige qu'on ait plutôt des gens avec une colonne vertébrale, capables de dire parfois des choses qui déplaisent, mais dire en tout cas des convictions. Je n'ai pas cette impression aujourd'hui que nos responsables politiques disent leurs convictions. Ils disent ce que les opinions publiques aiment souvent entendre et ils disent ce qui pourrait être rentable politiquement, surtout à la veille d'échéances électorales. Bonsoir monsieur, merci encore pour votre brillante intervention. Il y a juste un aspect que j'aurais aimé que vous évoquiez, qui est l'aspect religieux. Parce qu'en fait, semble-t-il, les mouvements sont de nature chiite et vous n'avez pas parlé beaucoup de cet aspect-là. Et j'aimerais aussi savoir s'il y a un risque d'association, je dirais, entre les mouvements islamistes sunnites et chiites contre Israël. Je vous remercie. Je n'ai pas... Juste un petit point, vous parliez des accords d'Abraham qui sont plutôt, je pense, les pays sunnites en opposition effectivement avec l'Iran. Je n'ai pas parlé de religion parce qu'en vérité, la religion n'est pas le cœur, à mon sens, du sujet, et j'appelle depuis plusieurs années, s'agissant du conflit israélo-palestinien, à déconfessionnaliser ce conflit et à le réduire à sa vraie dimension. C'est d'abord un conflit politique. Je pense que les Israéliens ou les Juifs de la diaspora qui veulent confessionnaliser ce problème ou ce conflit ont tort de le faire parce que ça sert d'abord les islamistes. Ma définition de l'islamisme a toujours été très claire, je la répète depuis maintenant 35 ans, c'est l'instrumentalisation politique de l'islam par des courants qui existent depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles pour certains. Le plus important de ces courants, c'est aujourd'hui la confrérie des frères musulmans, sur le plan côté sunnite,
Et le côté chiite, c'est plutôt le chiisme duodécimain qui est incarné par la République islamique d'Iran. Dans les deux cas, nous avons deux forces qui ont idéologisé la religion, qui en ont fait un projet politique et qui ont transformé une certaine lecture assez spécieuse de leur religion en totalitarisme. Et quand je dis totalitarisme, dans ma bouche, ce n'est pas pour faire de l'excès. C'est un constat scientifique. C'est-à-dire que les organisations islamistes, ce sont des travaux qui ont été menés notamment à l'université de Princeton depuis les années 60, est un des totalitarismes contemporains. Il remplit toutes les cases. Il remplit toutes les cases de ce que sont les totalitarismes, avec évidemment ses propres spécificités. Donc, je n'en ai pas parlé parce que je veux rester dans le domaine politique. Et confessionnaliser le sujet ne servirait in fine qu'à nourrir tous ceux qui ont cette vision apocalyptique qui va, par exemple, le côté islamiste, vous connaissez très bien cette rhétorique, je le pense en tout cas, où il y a des pseudo-religieux, donc des islamistes, qui sont partis véhiculer à l'envi un hadith, un dire prétendu du prophète, qui n'existe pas dans les 6 livres reconnus du hadith, et donc qui est considéré comme inventé, et on lui a fait dire, moi j'étais pas là, donc je ne peux pas savoir s'il l'a dit ou pas, mais on lui a fait dire, sans que cela ne soit validé dans le corpus islamique comme une réalité, que la fin du monde n'interviendrait que lorsque le rocher et l'arbre parleront et diront, appelleront les musulmans et diront, venez, il y a derrière moi des juifs qui se cachent, venez les tuer. Bon. Déjà, des gens qui réfléchissent comme ça, je ne pense pas, moi, quand la religion commence à parler comme ça, je commence à m'inquiéter. Pas pour moi, mais pour la religion en question. Parce que je pense que les religions qui commencent à parler comme ça se préparent à sortir de l'histoire. Et le risque des islamistes, c'est qu'ils sont en train de faire sortir l'islam de l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement sévère à l'égard des musulmans qui ne s'insurgent pas assez, parce que la majorité est évidemment, certes silencieuse, mais totalement éloignée de la chose islamiste et de la chose politique, même si dans le lot, il y a vous savez, les moutons du suivisme, des gens qui suivent parce qu'il y a une massification d'une pensée et on leur fait croire que c'est ça leur vraie religion. Donc moi je dénie l'idée que l'islamisme est l'islam. D'abord, c'est pour ça que je ne parle pas de religion. Et je ne veux pas non plus considérer que le messianisme juif a quelque chose à voir avec l'idée originelle du sionisme. D'autant plus que je sais pertinemment que le sionisme originel n'avait absolument rien à voir avec ces idées parfois qui vont jusqu'au racisme et qui nourrissent cette extrême droite qui, en Israël, est en train de s'exprimer à travers des voix de quelques irresponsables, dont les propos, d'ailleurs, ont été utilisés par la procédure sud-africaine pour essayer de démontrer qu'il y aurait une volonté génocidaire. Dans la procédure génocidaire, il n'y a que les propos des dirigeants, des responsables d'extrême droite, pour essayer de démontrer le caractère raciste, etc., ségrégationniste de ce pays. Donc il faut dire que ceux qui prétendent, comme souvent les extrêmes droites, quand elles prétendent défendre une cause, ce sont plutôt les ennemis de cette même cause qu'ils alimentent. Et c'est dans le cas d'espèce, c'est ce qu'ils ont fait. Donc pour moi, la religion est instrumentalisée, j'évite de l'instrumentaliser dans mon propos, à mon tour. D'abord pour une raison purement de réalité. Il y a beaucoup d'idéologie, il y a beaucoup d'instrumentalisation de la religion, mais en réalité, quand on rentre dans le détail du détail, même ce que fait l'Iran, ce que fait la République islamique d'Iran, ce que dit Khamenei, par exemple, je ne vois pas dans son propos quelque chose qui a trait à la religion, et y compris au chiisme. Il y a une instrumentalisation des textes chiites, mais il n'y a pas du chiisme à proprement dit. Et
naturellement, beaucoup de gens, les observateurs, l'ignorent parce que ils voient quelqu'un en accoutrement religieux officiel, ils lui donnent directement cette légitimité de s'exprimer en tant que religieux. Et je considère qu'il faut commencer par leur ôter justement cette légitimité de parler en tant que religieux. D'ailleurs, ils ne parlent qu'en tant qu'hommes politiques, tous comme ils sont. Quand j'entends les discours de Hassan Nasrallah, quand j'entendais les discours de Hassan Nasrallah, il n'y avait rien de religieux. Alors c'est pas parce qu'il y a deux versets qui sont convoqués ici et là que ça devient religieux. Les frères musulmans, il n'y a absolument rien de religieux. Ça commence par un verset, il y a au milieu un hadith et ça s'arrête là. Mais en réalité, la religion est convoquée pour servir un discours extrémiste, totalitaire, et lui donner beaucoup plus d'impact. Une question. Monsieur Sifawi, bonsoir. Je vais vous poser une question et j'ai jamais eu de réponse. Enfin, je me pose depuis longtemps une question. Alors, je vais me permettre de vous la poser parce qu'on a quelque chose en commun, c'est qu'on a poussé sur la même terre. Donc voilà, depuis longtemps, je me pose la question, comment se fait-il que, je vais dire, les arabo-musulmans ne manifestent pas leur désaccord avec l'autre partie, les islamistes, ou bien montrer qu'ils sont en désaccord avec certains massacres, etc. Et on n'entend jamais parler. Et ça fait des années que je me pose la question. Alors moi j'ai ma réponse, mais le personnel. J'ai pas une réponse de spécialiste comme vous. Je vous remercie, vous avez raison de vous poser la question. Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, il y a une chose qui est totalement méconnue, qui a un aspect très sociologique, c'est qu'il n'y a pas une culture de la société civile dans le monde musulman. Pour la raison qui est la suivante, dans l'histoire des différentes phases islamiques, il y a eu, pour dire les choses rapidement, une période d'empire, les périodes d'empire, les différents empires. Il y a eu ensuite, après la dislocation de l'Empire ottoman, une grande séquence de colonialisme, et enfin une troisième séquence des dictatures. Vous voyez dans ces trois séquences la possibilité de créer un espace pour faire naître une société civile? Non. D'autant plus que dans ces trois espaces, dans ces trois séquences, vous avez une séquence où l'empire islamique, donc l'empire théocratique, arrive à se maintenir pendant plusieurs siècles. On observe que les moments où cet empire vit ce qu'on appelle son âge d'or, c'est les moments où il y a une classe intellectuelle, et les moments où il y a des savants, des mathématiciens, des philosophes, des astronomes, des penseurs. Et les moments de régression, si on regarde les séquences historiques, les moments de régression, c'est les moments de prise de pouvoir des plus fanatisés. L'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui les dictatures. Par conséquent, cette première séquence des empires n'a pas laissé place, sinon à de courtes périodes, une période en Andalousie, une période à Bagdad, sous l'empire abbasside, Dar al-Hikma, la maison de la sagesse, où il y avait des débats, où parfois le maître, entre guillemets, le souverain était contesté. Il y a eu ces moments-là, mais à condition que les conditions politiques soient réunies. Par la suite, dans la phase du colonialisme, puisqu'on a grandi sur la même terre, je ne sais pas si vous le saviez ou pas, les indigènes de l'époque n'avaient pas droit, dans cette grande, belle République française, aux études. Sinon, dans le cadre d'un numerus clausus qui permettait à chacun, ce fut le cas de mes parents, de faire quelques études, parce qu'il fallait, surtout être citadin pour avoir plus de chance, ou alors être considéré comme dignitaire ou notable pour pouvoir y accéder. Le niveau moyen était le certificat de cours fin d'études.
Donc, au lendemain de l'indépendance d'un pays comme l'Algérie, il y avait très peu de cadres. C'est la raison pour laquelle il y a eu un mouvement de deux tendances, ce qu'on appelle les pieds rouges, c'est-à-dire les Français plutôt favorables à l'indépendance de l'Algérie, plutôt communistes, qui étaient partis aider l'Algérie indépendante, et évidemment les islamistes, frères musulmans, envoyés d'Égypte et d'autres pays arabes, qui ont constitué les premiers cadres de cette République algérienne naissante. Mais bon, d'autres pays ont connu des histoires différentes, mais d'une certaine façon, les trajectoires historiques sont assez les mêmes, sont assez identiques. Mais cette phase historique d'indépendance où il y a eu très vite, sinon la dictature, l'autocratie, n'a pas permis l'émergence d'une société civile. Le seul moment où en Algérie, j'ai vécu cette période, où on a eu une société civile qui a contesté l'islamisme. Je suis né, si j'ose dire, intellectuellement dans cette période. C'est une petite ouverture démocratique où je me suis rendu compte, tiens, on peut enfin parler. Et comme je pouvais enfin parler, bon, j'étais, comme on dit, un peu grande gueule, mais ça m'a coûté très cher, puisque ça fait 25 ans que je suis interdit de séjour dans ce pays, ce régime qui m'a condamné à plusieurs reprises pour mes livres, pour certaines déclarations. Le seul moment où il y a eu une possibilité de s'exprimer, c'était dans cette ouverture démocratique, et paradoxalement au moment de la guerre civile, parce qu'il y avait une telle débandade, et les gens, de toute façon, leur espérance de vie s'est réduite considérablement, qu'on a tous, quand on était journaliste, pour ma part j'étais journaliste en Algérie, suivi un peu la déclaration prémonitoire du premier journaliste algérien assassiné, Tahar Djaout, qui avait dit « Si tu parles, si tu dis, tu meurs. Si tu ne dis pas, tu meurs. Alors dis et meurs. » Et on s'est dit « C'est super, on va tous dire et mourir. » Parce qu'on était convaincus que, comme on tombait les uns après les autres comme des mouches, la parole s'est libérée. Mais, cher monsieur, vous savez, c'est très simple. Quand on parle de totalitarisme, en face, il y a très peu de possibilités de créer des espaces d'expression. Vous voyez, on a commencé cette conférence en évoquant Boualem Sansal. On ne peut pas dire qu'il a manqué de courage. Résultat, il est aujourd'hui emprisonné, injustement, pour un motif fallacieux, manifestement. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'à votre avis, il va y avoir une mobilisation internationale? Est-ce qu'à votre avis, il y aura... Non. Il faut être, et je le dis surtout pour moi, il faut avoir un peu un grain pour s'élever contre tous, donc accepter, comme c'est mon cas, de vivre sous protection policière depuis 21 ans, accepter, après Charlie Hebdo, d'avoir un quart de CRS devant chez soi pendant 3 ans, et être transformé en bâtisse quasiment d'ambassade d'Israël. Enfin, c'est un peu trop pour un seul homme. Donc, moi je me mets à la place de ceux qui vivent dans des ghettos ethno-religieux. Quelque part, on est dans un certain confort. Mais pour avoir suivi l'après de celles et ceux qui se sont exprimés, le lendemain, ils se sont retrouvés tout seuls. Je vous donne un exemple. La femme qui, au lendemain du 13 novembre, a permis aux autorités policières d'appréhender le groupe de Tabaoud et compagnie, qui devait faire un attentat à la Défense à Paris. Vous savez, ils ont été éliminés quelques jours après les attentats du 13 novembre, du Bataclan et des Terrasses, alors qu'ils devaient commettre un attentat à la Défense. Cette femme est franco-algérienne. Elle avait une information. Elle l'a dénoncée. Elle est partie voir la police. Vous pensez que quelqu'un se soucie de sa vie aujourd'hui? Moi, cette dame, je la connais. Eh bien, vous vivez après seul. C'est-à-dire, elle a été obligée de changer d'identité et de disparaître carrément. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un que vous connaissez forcément. Hassan Chalgoumi, l'imam. C'est le seul imam au monde qui a prêché avec un gilet pare-balles.
Est-ce que vous trouvez cela normal? Celui qui a incité à l'assassinat de Samuel Paty, alors que ça n'a rien à voir avec Sifawi, il s'appelle Sefrewi, qui est jugé actuellement. Avant d'harceler ce pauvre professeur, il avait harcelé Hassan Chalgoumi pendant des années. Est-ce que vous pensez que quelqu'un s'est soucié de ça? Personne. J'ai été témoin d'une situation où dans des bureaux d'institutions républicaines, on m'a rétorqué, mais il faut qu'ils règlent leurs problèmes entre eux. Vous savez, l'histoire d'arabe, ça ne concerne pas la République. Et l'histoire entre eux. À force de le dédain et le mépris, vous créez deux situations. Le dédain et le mépris créent deux situations. D'abord, il fait démobiliser, parce que les gens sont pas... Ils savent très bien que, en s'engageant, je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit, ce qui est vrai. Mais en s'engageant, j'ai voulu, par exemple, mobiliser des gens lors de la marche contre l'antisémitisme. J'ai réussi, des gens de culture musulmane, mais qui sont venus d'abord en tant que citoyens français. Ils ne sont pas venus avec une banderole, nous sommes citoyens musulmans, puisqu'on leur a demandé de s'intégrer, et donc à juste titre. Moi, je suis pour ça. Moi, je n'ai pas été en tant que citoyen musulman. D'ailleurs, je le suis pas, puisque je suis athée comme cette table. Pardon, au lieu de culte, où je suis. Je ne vais pas avec mon identité religieuse. Et beaucoup ne vont pas manifester ou s'exprimer à partir d'une identité religieuse. D'abord en tant que personne, en tant qu'homme ou femme, en tant que citoyen avant tout. Mais il n'y en a pas assez, je suis d'accord, parce que, pour les raisons que j'ai évoquées, qui sont d'ordre culturel, historique, il y a aussi la peur, où vous avez aussi des situations où des gens vivent dans des ghettos, où ils doivent rentrer chez eux le soir et se retrouver avec des gens qui pourraient demain peut-être leur pourrir la vie. Nous sommes dans un pays où la force publique, c'est-à-dire la police ou la gendarmerie, est parfois interdite de certains territoires. Non pas qu'ils ne veulent pas y aller, non pas qu'ils ne veuillent pas y aller, mais leur hiérarchie leur interdit d'y aller. Donc, le responsable politique n'agit dans ces ghettos lorsqu'il y a une campagne de communication à mener pour faire des opérations antidrogue, pour faire des arrestations, etc. Mais la vie au quotidien, vous savez, c'est toute l'histoire de Gaza d'une certaine façon. L'erreur majeure des Israéliens, c'est d'avoir permis à une organisation terroriste de diriger un territoire. Quand vous laissez une organisation islamiste diriger un territoire, vous lui permettez de créer son écosystème. Et bien de la même manière, quand vous abandonnez un territoire, et vous laissez, alors que vous savez pertinemment que la moitié des associations qui sont actives là-bas sont actives pour créer cet écosystème à travers l'endoctrinement et créer les conditions de la radicalisation et donc faire naître cet antisémitisme, faire naître cette misogynie, faire naître tous les propos anti-républicains qui nous horrifient, et évidemment ces revendications particulières de port d'abaya à l'école, de voile à l'école, etc. Eh bien, vous ne pouvez pas permettre aux citoyens de s'émanciper, parce que pour que le citoyen de culture ou de confession musulmane puisse s'exprimer, encore faut-il qu'il s'émancipe. La question, est-ce que la République a joué son rôle pour permettre à ces femmes et à ces hommes de s'émanciper? Malheureusement, la réponse est non. Cette émancipation, il faut la prendre tout seul, il faut s'exprimer tout seul, il faut assumer tout seul après. Voilà malheureusement la triste réalité. Bonsoir monsieur, je voulais vous remercier pour vos propos et votre intervention. J'avais une question plus personnelle sur vous. Comment, quand on a votre parcours, votre passé, votre passif, on arrive à garder espoir dans le pays, dans les institutions, à l'heure où on voit dans les facs que justement la nuance n'existe plus vraiment du point de vue des étudiants, à l'heure où on a deux extrêmes, gauche, droite, qui prennent de plus en plus de place dans le visage politique du pays, et à l'heure où justement on peut être extrêmement déçu par
le seul camp politique, entre guillemets, qui pouvait rester, à savoir le camp présidentiel, qui n'hésite pas à qualifier de barbare l'intervention israélienne au Liban. Je voulais juste avoir votre avis et comment on pourrait continuer à avoir espoir dans le pays. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas si c'est de l'espoir, parce que c'est plutôt en raison justement de ce parcours, ou plutôt ce parcours m'a endurci. Il m'a permis de comprendre une réalité, c'est que lorsqu'on ne s'engage pas, on démissionne. Et lorsqu'on démissionne, on subit. Et moi, j'ai un caractère, j'ai horreur de subir. J'ai horreur de subir les événements. Donc, je participe à essayer de faire évoluer les choses. Et l'autre raison, probablement, c'est que d'une certaine façon, je me suis posé la question un jour et je me suis rendu compte que tout ça, tout ce que nous vivons, finira dans un trou ou peut-être dans une carafe pour ceux qui veulent être incinérés. Donc il y avait plusieurs façons de mener sa barque, enfin de mener sa vie. Soit considérer que la vie c'est manger, boire, dormir, se reproduire, passer du bon temps, des loisirs, aller sur les réseaux sociaux, s'amuser, voyager. Je vous rassure, je fais tout ça. Mais je croyais très tôt, déjà à la fac, qu'il fallait donner un sens à sa propre vie, à sa propre existence. J'avais un professeur qui m'a beaucoup marqué, alors pour plusieurs raisons, parce qu'il a connu une fin tragique. Il est mort d'une crise cardiaque au milieu du cours. Et c'était quelqu'un d'assez exceptionnel, non pas parce qu'il est mort d'une crise cardiaque au milieu du cours, on a l'habitude de dire du bien de ceux qui sont morts, mais à chaque fois, quand il rentrait, il nous disait un proverbe. Alors, je ne peux pas vous restituer tous les proverbes qu'il nous disait, mais un jour, il est rentré, il nous a tous regardés comme ça, il nous a dit « Si vous ne voulez pas être des lumières pour éclairer le monde, soyez au moins des petites bougies pour éclairer votre entourage. » Et ça a du sens en le disant ici, parce que c'était en Algérie, il n'était pas juif, et les mots qu'il a prononcés ont résonné dans ma tête. Après, j'ai compris ce que ça pouvait représenter dans la culture juive. La question de la lumière, la bougie, etc. Qui est très drôle d'ailleurs, si j'ose dire. Et alors, j'ai pas de très grandes ambitions. C'est pour ça que je suis pas comme Emmanuel Macron. Moi, je veux pas être président de la République. Et c'est une charge pour des gens beaucoup plus intelligents que moi, la preuve. Mais en revanche, il y a une chose, je crois qu'il est important d'être cette petite bougie pour éclairer son entourage. Mais vraiment son entourage. Moi, mon ambition, c'est pas de... Au passage, si je peux donner à réfléchir à mes contemporains, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'a intéressé avant tout, c'est la nature de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants et les valeurs que j'aurais transmises, que j'ai pu leur transmettre. C'est tout ce qui m'a intéressé. Et évidemment, les quelques amis, etc. Et après, peut-être en effet boule de neige, essayer d'être en paix avec soi-même. Et ça, c'est important, parce que, encore une fois, je refuse de subir. Est-ce que je suis optimiste ? Moi, pour dire les choses franchement, parce que vous aurez compris, je parle très librement, pas assez librement, je parle très librement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le manque de réaction de la société française. Et ce qui m'inquiète, c'est la lâcheté qui est malheureusement la chose la mieux partagée sur ce continent européen. Mais je l'explique, ce n'est pas un trait de caractère, ce sont des sociétés qui ont été pacifiées et qui ne savent plus gérer les moments de conflictualité.
Donc le slogan principal de la République, c'est pas liberté, égalité, fraternité, c'est pas de vague. Et quand on accepte de faire en sorte à ce que le slogan de sa vie soit pas de vague, ça veut dire on nie la chose qui est d'une certaine façon innée avec l'être humain. L'être humain se défend, il est un être sociable, il crée des projets, il fait des guerres, il scelle des paix, ça fait partie de la vie humaine. Quand l'être humain n'est plus capable d'assumer la conflictualité, non pas de la rechercher, mais de l'assumer, c'est qu'il n'est plus capable de défendre sa propre famille. Parce que l'alpha et l'oméga, c'est ça. C'est-à-dire que, au pire, vous ne savez plus défendre le bien commun. Le pire, en tant que Français, c'est de croire que vous vivez en enfer alors que vous êtes au paradis. C'est le cas de beaucoup, malheureusement. Le pire, c'est de ne pas voir les dangers qui guettent. Pire encore, c'est de voir que dans ces dangers qui guettent, il y aurait peut-être des alliances à sceller. Et qu'in fine, rentrer dans une sorte d'égoïsme, dire même plus, je ne suis sensibilisé que lorsque ça me concerne. Alors monsieur disait, mais les musulmans ne se mobilisent pas. C'est vrai. Après le tristement célèbre Mohamed Merah, la société française ne s'est pas mobilisée, pourtant on a tué 3 enfants juifs devant leur école. Des enfants. Des enfants, c'est ce qu'il y a de plus sacré dans une société civilisée, quelle qu'elle soit. Normalement, nos enfants devant être totalement tranquilles en les sachant sur leur chemin entre la maison et l'école. Dans une société civilisée, un enfant qui se perd, il est récupéré par le premier venu et il va l'aider à retrouver son chemin. Eh bien, 3 enfants juifs ont été assassinés à Toulouse devant leur école et il n'y a pas eu de réaction. Pourquoi? Non pas qu'il n'y avait pas d'empathie, c'est faux, mais que les gens ne se sentaient pas concernés plus que ça. C'était d'une certaine façon comme ceux qui disaient entre Sefrioui et Chalgoumi, c'est leur affaire. Là aussi, c'est leur affaire entre juifs et arabes. Et à force de raisonner comme ça, c'est-à-dire qu'on se déconnecte de tout, on finit par se déconnecter du réel, et en se déconnectant du réel, on ne sait plus où sont les dangers, etc. Et quand vous regardez l'évolution de cette séquence historique, en l'espace de 3 ans, moi, j'ai entendu certains expliquer que Merah, c'était à cause du conflit israélo-palestinien. J'ai entendu, en janvier 2015, lorsque mes copains sont morts, notamment Cabu, Charb, Tinius, Volinsky et tous les autres, ont été assassinés, oui, mais parce qu'ils sont irrévérencieux, ils ont blasphémé, ils ont dessiné le prophète. Lorsque le lendemain, une policière a été tuée, oui, mais parce que c'est une policière. Le surlendemain, des juifs et une prise d'otage dans une hypercachère, mais parce que c'est des juifs, c'est toujours le conflit israélo-palestinien. Certes, il y a une mobilisation très ponctuelle au moment de l'émotion suscitée par les crimes commis à Charlie Hebdo, mais je suis convaincu que s'il n'y avait pas Charlie Hebdo, il n'y aurait pas eu cette mobilisation. S'il n'y avait que la policière et l'hypercachère. Quelques mois plus tard, en novembre, qu'est-ce que nous avons comme situation? Eh bien, des tirs à la Kalachnikov en pleine rue, dans les rues de Paris, sur les cafés, c'est-à-dire tout le monde, de façon indiscriminée. Hommes, femmes, grands, petits, musulmans, chrétiens, juifs, athées, agnostiques, hindouistes, migrants, français, d'adoption, de souche, comme ils disent, et j'en passe. Ensuite, Bataclan, des gens qui sont venus voir un spectacle qui ont été massacrés. C'est toujours la vieille histoire qui se reproduit. Vous savez, ils sont venus chercher, j'ai rien dit, ils sont venus chercher, j'ai rien dit, ils sont venus chercher, j'ai rien dit, ils sont venus me chercher. Ah, pareil, les terroristes ont assassiné en Algérie,
il n'y a pas eu de mobilisation. Ils ont assassiné partout à travers le monde, il n'y a pas de mobilisation. Ils ont assassiné des enfants juifs, il n'y a pas eu de mobilisation. Ils ont assassiné des policiers, il n'y a pas eu de mobilisation. Ils ont assassiné tous les Français, et là, Et donc, aujourd'hui, ce que nous vivons, encore une fois, je le dis et je le redis ici et ailleurs. Je refuse l'idée qui laisse entendre que l'antisémitisme ne serait que l'affaire des Juifs. L'antisémitisme est un racisme, c'est l'affaire de tous, comme tous les autres racismes. Et la lutte contre le racisme ne se segmente pas. La lutte contre le racisme, c'est une lutte universaliste et humaniste qui doit interpeller la conscience de tout un chacun. Et surtout, lorsque ce n'est pas son identité singulière qui est attaquée. Parce que c'est facile, si je devais m'insurger que lorsqu'il y aurait du racisme contre les Arabes, comme on dit, je ne serais pas là, probablement. Et si on raisonnait tous comme ça, finalement, je ne suis pas homosexuel, mais je m'élève contre le propos homophobe. Je ne suis pas femme, mais je refuse de cautionner le propos misogyne et je le combats. Je ne suis pas juif et je refuse catégoriquement tout acte ou toute parole antisémite. Et si chacun de nous devait raisonner comme ça, parce que c'est ça la République, parce que c'est ça l'éthique républicaine. L'éthique républicaine, ce n'est pas un juif qui s'insurge contre l'antisémitisme, non. C'est aussi un juif qui s'insurge contre toute forme de racisme et de discrimination. Mais à contrario, la lutte contre le racisme, ce n'est pas le noir qui s'élève parce qu'un propos raciste a été tenu. C'est aussi l'arabe, le noir, le musulman, l'agnostique, le chrétien qui s'élève contre quand il y a un acte ou un propos antisémite. Si nous acceptons collectivement de raisonner comme ça et de fonctionner comme ça, je puis vous assurer que non seulement la société, la nôtre, va changer et va évoluer, mais le monde entier peut évoluer, à condition qu'on renoue avec des vieilles valeurs humanistes, universalistes, où on peut construire véritablement du commun au lieu de rester à surveiller sa petite chapelle et ses petits intérêts. C'est très important. C'est très important. Moi, j'ai dû quitter mon pays d'origine, je suis venu en France, je me suis fait adopter par cette société, j'ai pu me reconstruire et devenir aujourd'hui celui qui est devant vous, parce que aussi il y a des gens qui n'étaient pas de ma culture ni de mes origines, qui m'ont soutenu, qui ont cru qu'il était important de s'élever contre ce qui pouvait se passer de l'autre côté de la Méditerranée. C'est pour ça que j'ai d'une certaine façon une dette envers beaucoup de Français, quelle que soit leur origine et leur conviction. La dernière question. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Deux réflexions. Est-ce que vous pensez que pour résoudre le conflit que mène Israël, est-ce qu'il y aurait un risque géopolitique majeur à frapper à la tête, c'est-à-dire frapper l'Iran? Et deuxième chose, vous avez parlé de politique française. Nous avons une arme dans la Constitution extrêmement puissante. C'est la laïcité, qui permet de protéger tout le monde, protéger les cultes, le droit de croire ou de ne pas croire. Je pense que ça, c'est fondamental, et c'est la raison pour laquelle, actuellement, la laïcité est si attaquée par ces extrémistes politiques, LFI et autres extrêmes. Merci. Je vous remercie. Il y a un vrai questionnement au sujet de la guerre, d'une guerre ouverte contre l'Iran. Il y a évidemment un point qui pourrait encourager cette tendance, c'est de voir enfin disparaître la tête du serpent. Mais il y a des précédents. Et le risque sur le plan géopolitique, c'est que l'Iran, le territoire iranien, se transforme en un territoire complètement fragmenté comme l'a été l'Irak. Et que des organisations diverses et variées puissent y trouver leur bac à sable, si je puis me permettre l'expression, comme ça a été le cas de l'Irak après Saddam Hussein. Le deuxième point, c'est qu'on a évidemment une situation géopolitique qui n'est pas réduite à l'Iran d'un côté et Israël de l'autre. On est aujourd'hui dans des logiques de pôles.
On ne peut pas parler de l'Iran sans parler de la Syrie. On ne peut pas parler de la Syrie sans parler du Liban. On ne peut pas parler du Liban sans parler de la Russie. On ne peut pas parler de la Russie sans parler de la Corée du Nord. On ne peut pas parler de la Corée du Nord sans parler de la Chine. Et d'un autre côté, on ne peut pas parler de tous ces pays-là sans parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Donc, la réalité n'est pas aussi simple. D'un autre côté, on ne peut pas parler d'Israël sans parler de l'Union européenne, sans parler des États-Unis, sans parler des nouveautés qu'on va voir avec le nouveau ancien président américain, qui va prendre ses fonctions en janvier prochain, et qui peut, comme tout homme imprévisible, être capable du meilleur comme du pire. Et c'est toujours extrêmement dangereux quand il y a en face des équilibres géopolitiques. Est-ce que une guerre ouverte serait dans l'intérêt d'Israël? Dans le cas actuel, je ne le crois pas. Je crois que ce qui est important, c'est de réduire la capacité de nuisance de l'Iran, et c'est ce que fait Israël, très bien pour l'instant, c'est de s'attaquer à tous les proxys. Le Hamas et le djihad islamique à Gaza, le Hezbollah au Liban. Si les États-Unis pouvaient démanteler la cinquantaine de milices islamistes chiites en Irak, dont on parle peu, si on pouvait s'attaquer à travers la communauté internationale et l'Arabie saoudite aux Houthis au Yémen, on réduirait considérablement le champ d'action des Iraniens, parce qu'on voit la force qu'ils déploient, c'est la force d'un tigre en carton-pâte, quand même. Une fois que vous leur enlevez tout ça, ils sont plus capables de mettre à exécution leurs menaces. C'est toute la doctrine qui a amené à la dislocation de l'ancienne Union soviétique. Vous savez, il y en a beaucoup qui, pendant la guerre froide, malgré la présence d'armes nucléaires, pensaient qu'il fallait crever l'abcès et attaquer l'Union soviétique. Finalement, l'Union soviétique est tombée, comme un fruit pourri, si j'ose dire. Et en termes stratégiques, c'est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire faire en sorte à ce que certaines des républiques ou des anciennes républiques soviétiques deviennent des alliés de l'Union européenne. C'est ce que la Russie, en tout cas ce que Poutine n'a jamais digéré. Parce que justement, vieux briscard de la guerre froide. Donc, de la même manière, si on pouvait dévitaliser totalement, économiquement, politiquement, sociologiquement et militairement le régime iranien, il y aurait beaucoup plus de résultats parce que le régime pourrait tomber de lui-même. Alors, il y a une phrase que je dis souvent, quand il s'agit du Moyen-Orient, on n'est pas à 10 ans près, malheureusement. Enfin, sur la laïcité, vous avez entièrement raison, et vous savez, c'est justement pour être dans cette cohérence que j'ai toujours lutté dans mon action, en tout cas, ou dans mon propos. Vous vous apercevrez qu'il y a des thématiques qui sont toujours les mêmes. Alors, certains pensent qu'il n'y a aucun rapport, ou croient qu'il n'y a aucun rapport. En fait, il y a un rapport direct. J'ai dénoncé les 3 forces toxiques que j'ai citées tout à l'heure. J'ai défendu la laïcité, parce que je pense que c'est un outil extrêmement important, c'est un bouclier qui protège la République. Il y va de même des valeurs universelles, la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit. Certains les voient avec un peu de dédain, malheureusement, je le regrette, parce que c'est ce qui peut aussi nous sauver, même si je sais que certaines tendances politiques ricanent quand on parle d'état de droit. Or, l'état de droit est extrêmement important. Et enfin,
les questions de lutte antiraciste, etc. C'est en vérité un même mouvement. On ne peut pas lutter contre l'islam politique sans lutter conjointement, en France en tout cas, ou alors de façon globale. Je vais dire pêle-mêle, contre les théocraties, contre les dictatures arabes, contre les extrêmes droites européennes, contre la pensée woke et l'islamo-gauchisme, contre la gauche populiste, pour la préservation de la laïcité et des valeurs universelles, pour la préservation des égalités, notamment entre les femmes et les hommes, les droits de toutes les minorités, parce que c'est la société universaliste et humaniste et égalitaire qui exècre tant ces mouvements islamistes. Et en vérité, on ne peut pas lutter d'un côté sans consolider son propre corpus idéologique de l'autre. Il y a une logique à tout cela. Donc, oui, évidemment, il faut lutter contre les mouvements islamistes pour ne pas les laisser continuer, pour ne pas leur permettre d'avancer. Mais là, le « en même temps » a toute sa signification. C'est qu'en même temps, il faut lutter pour la préservation des valeurs essentielles de la République. C'est-à-dire que c'est comme si vous menez une guerre, vous allez tirer contre votre ennemi, mais vous allez assurer derrière votre économie, vous allez assurer votre industrie militaire, vos munitions, etc. Si vous n'avez pas tout ça, vous allez finir par perdre la guerre. Et au-delà de tout, il faut lutter contre ces forces obscurantistes à travers un socle idéologique. Le combat, il est d'abord idéologique. C'est pas un combat de fachos ou entre fachos, c'est un combat idéologique qui doit opposer les démocraties avec ce qu'elles ont de plus noble aux courants les plus obscurantistes et de ce qu'elles ont de plus barbare. Merci. On a rendu le cadeau parce que là, on va devoir... Merci. C'est gentil. Merci de m'avoir donné cette occasion.